Bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je suis ravie de vous accueillir pour la troisième et dernière conférence du cycle Surprenant Géant consacré au gigantisme dans le vivant. Les semaines précédentes, nous nous sommes intéressés aux plus grands mammifères qui ont peuplé la Terre après les dinosaures, puis aux virus géants qui bouleversent la virologie et ouvrent de nouvelles pistes pour comprendre l'apparition de la vie sur Terre. Ce soir, nous allons nous concentrer sur l'humain. Jusque récemment, il était possible d'expliquer 35% des cas de gigantisme chez l'homme. Il fallait découvrir les causes génétiques pour les 65% de cas restants. Le gène responsable des plus grands géants a été identifié en 2014 au terme d'une étude internationale qui a permis de récolter les données génétiques de 200 géants dans le monde. Ces travaux ont été menés par le professeur Albert Beckers et son équipe. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le professeur Beckers. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin, chef du service endocrinologie du CHU de Liège en Belgique et professeur ordinaire à l'Université de Liège. Vos domaines de recherche sont la génétique des maladies rares endocriniennes, le gigantisme, l'acromégalie, vous nous expliquerez la différence, ainsi que l'étude des nouveaux traitements pour les tumeurs endocriniennes agressives. Vous avez publié plus de 300 articles dans différentes revues spécialisées. Les résultats de vos recherches comprennent notamment la description d'un nouveau syndrome pédiatrique appelé le syndrome X-linked acrogigantisme, dont il va être question ce soir. Ces travaux vous ont valu en 2017 le prix Rolf Gaillard de la Société européenne de neuroendocrinologie. Ce prix est attribué en reconnaissance d'une contribution exceptionnelle au cours de toute la carrière scientifique dans le domaine de la neuroendocrinologie fondamentale et clinique. Nous sommes ravis que vous nous fassiez part de vos travaux et de leurs enjeux ce soir. Donc, à l'issue de son exposé, M. Beckers répondra à vos questions que vous pouvez poser via le chat YouTube de la conférence. Quels sont les mécanismes qui génèrent des êtres hors normes? Professeur, c'est à vous. Bonne séance à toutes et tous. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je veux juste d'abord vérifier que tout fonctionne bien. Et c'est à vous de me le dire. Est-ce que mon écran est partagé de cette façon-là? Non, pas encore. Non, pas encore. Alors, comment? Ah oui, voilà. Voilà. Et comme ça? C'est parfait. Passez en plein écran et c'est parfait. Voilà. Comme ça, vous entendez bien et vous voyez bien. Parfait. Oui, absolument. Eh bien, donc, encore merci pour l'invitation. Et je vais ce soir vous parler d'un sujet insolite, les géants et les acromégales. Les géants hantent l'imaginaire collectif depuis la nuit des temps. Et pour s'en convaincre, il n'est que de feuilleter la Bible ou de parcourir les grands livres de mythologie grecque ou romaine. Au fil des siècles, les géants ont tour à tour habité les légendes, distrait l'histoire, peuplé cirques, foires et cabarets, quand ils ne constituaient pas des régiments entiers de grandes armées, comme sous les Frédéric de Prusse, qui envoyaient à travers toute l'Europe des rabatteurs chargés de leur ramener de gré ou de force tout géant qu'ils rencontreraient ou dont ils auraient ouï dire, pour les enrôler ensuite à grands frais dans leurs armées. Voltaire, en visite à Potsdam, en a dénombré jusqu'à 2400. À cette époque, il n'était pas jusqu'au pape lui-même qui ne convoite quelques géants pour rehausser le prestige de sa garde personnelle. Jusqu'à ce que, à son tour, la médecine s'en empare à la fin du XIXe siècle. C'est en effet en 1886 qu'un Français de l'hôpital La Salpêtrière, celui qui deviendra le grand professeur Pierre Marie, mais qui n'est à l'époque que le jeune chef de clinique du célébrissime professeur Charcot, décrit pour la première fois une nouvelle maladie qu'il dénommera lui-même acromégalie, du grec akron, extrémité, mégas, mégalos, grande.
On pourrait croire que Pierre-Marie avait été particulièrement frappé par ses énormes mains en forme de battoir et par ses pieds impressionnants, dignes d'emboîter le pas au plus grand des plantirades, pour dénommer ainsi cette affection. Et pourtant, une relecture attentive des écrits de Pierre-Marie montre à quel point cet observateur ingénieux, cet endocrinologue avant la lettre, a pu réaliser une description particulièrement minutieuse et complète de toutes les hypertrophies et difformités que présentaient ces patientes, jusqu'à y remarquer une hypertrophie de l'hypophyse qu'il comparait pour la taille tantôt à un œuf de pigeon, tantôt à un œuf de poule, mais sans aller jusqu'à déduire le rôle étiologique de l'hypophyse dans l'acromégalie. Qui a le premier compris ce rôle causal de l'hypophyse dans l'acromégalie? Les avis divergent. D'aucuns citent Oskar Minkowski par rapport à un écrit de 1887. Cushing, le célèbre Harvey Cushing, dans sa célèbre monographie écrite en 1912, cite un certain Roberto Massalongo par rapport à un écrit de 1893. Au fond, peu importe. À la fin du 19e siècle, on sait qu'un adénome hypophysaire, une tumeur de l'hypophyse, est responsable de l'acromégalie. Acromégalie, gigantisme, une seule et même pathologie ou au contraire deux affections bien distinctes. Dès 1895, les Français Brissot et Meige soutiennent que l'acromégalie et le gigantisme sont une seule et même pathologie et que le gigantisme est en réalité l'acromégalie pendant la croissance. En fait, ceci s'explique parce que quand vous avez trop d'hormones de croissance à l'âge adulte, vous ne pouvez plus grandir parce que les os sont soudés, et quand vous avez trop d'hormones de croissance avant la fin de la croissance, pendant l'adolescence ou pendant l'enfance, eh bien, vous devenez un géant. Et dès lors, au tournant du siècle, on sait qu'un adénome hypophysaire, que vous voyez ici, dans une résonance magnétique pratiquée 100 ans plus tard, l'hypophyse est une petite glande qui est située à la base du cerveau et qui dirige pas mal de choses dans l'organisme, notamment la croissance, la reproduction, la thyroïde, le stress avec les surrénales, etc. Et vous voyez qu'un adénome hypophysaire, selon qu'il surgit dès l'enfance ou l'adolescence, ou au contraire qu'il va se révéler beaucoup plus tardivement à l'âge adulte, va produire tantôt un géant, tantôt un patient acromégale. Sur cette image, le géant Jack Earl, 2,45 m, il a occupé la première moitié du XXe siècle. Il était acteur, il a tourné une cinquantaine de films à Hollywood. Et l'histoire raconte qu'en 1943, il a effectué une chute et il s'en est relevé aveugle. Selon les écrits journalistiques de l'époque, la tumeur aurait frappé les nerfs optiques. Jack Earl a bénéficié d'une radiothérapie, il a recouvré la vue, mais pas nécessairement pour son avantage, puisqu'il s'est tué au volant de la voiture spéciale qui s'était fait construire quelques années plus tard. À gauche, un acromégale des Ardennes belges qui se rend régulièrement dans notre centre pour divers traitements ou quelquefois expérimentations thérapeutiques. Au début du siècle, on connaît la cause, un adénome hypophysaire, on observe les conséquences, acromégalie, gigantisme. Mais il faudra attendre 50 années de plus pour connaître l'intermédiaire, l'hormone de croissance, 1956. Et 50 années de plus, et tout le génie informatique de mon collaborateur et ami, le docteur Petroscience, pour voir cette hormone de croissance seule ou donnant le bras au segment extracellulaire de ses récepteurs et dont elle doit absolument provoquer la dimérisation pour produire ses effets biologiques. Il y a maintenant beaucoup de raisons de s'intéresser à l'acromégalie. Bon, tout d'abord, c'est une maladie importante et grave puisqu'elle réduit l'espérance de vie d'une dizaine d'années. Deuxièmement, si on contrôle l'acromégalie, eh bien, on récupère une espérance de vie normale.
Troisièmement, on disait quand j'étais plus jeune que c'était une maladie très rare et que c'était un cas sur 20 000 habitants. Mais est-ce que ceci est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment une prévalence aussi rare? C'est une question que je me suis posée il y a quelques années. Voici une photo du village de Soiron, c'est le village où j'habite. Et si je vous la montre, c'est parce que par un beau matin de printemps dans les années 2000, début des années 2000, alors que je faisais le trajet habituel qui relie ma maison au CHU, une trentaine de kilomètres, par cette petite vallée qui fait 5 kilomètres entre Soiron et Nessonvaux, eh bien, par un beau matin, j'ai pensé aux adénomes hypophysaires, cette tumeur de la glande hypophyse dont on vient de parler, qui peuplent cette vallée et qui viennent me consulter au CHU de Liège. Et je pense ainsi à ce patient qui habite là-bas et qui a un prolactinome, une tumeur qui sécrète la prolactine. Et puis un peu plus loin, une patiente qui a une maladie de Cushing avec trop de cortisol. Vous voyez, on reconnaît bien les symptômes des maladies de Cushing avec le visage rosé, une obésité tronculaire, une fragilité cutanée, une maladie grave. Un peu plus loin, un patient acromégale, on y reviendra. Et puis un peu plus loin, une patiente avec une grosse tumeur qui ne sécrétait pas d'hormones, mais qui avait comprimé une série de structures adjacentes tout près de l'hypophyse. Et puis j'arrive au village de Nessonvaux et je pense à un autre prolactinome, une autre maladie de Cushing qui était hospitalisée dans un hôpital psychiatrique et qui a été retirée de l'hôpital psychiatrique par un de mes stagiaires qui avait reconnu la maladie de Cushing. Elle n'est jamais retournée à l'hôpital psychiatrique après son diagnostic. Deux autres adénomes hypophysaires qui ne sécrétaient pas d'hormones, et puis là-haut sur la colline, un géant, un premier géant. Et puis là-haut, dans cette vallée de la Vesdre, qui était qualifiée de la plus ravissante vallée du monde par le célèbre Victor Hugo, trois autres adénomes hypophysaires. Et chemin faisant, je me pose la question sur tous ces adénomes hypophysaires qui habitent la vallée et je me demande d'abord s'ils sont tous venus habiter là-bas juste pour me faire plaisir à moi en tant qu'endocrinologue, pour que je puisse les voir le matin et puis se replier le soir sous l'effet de mes traitements médicamenteux. Mais je résiste à cette pensée et je réfléchis au fait que nous habitons dans un endroit quand même un peu désert. Vous voyez le village de Soiron, vu par hélicoptère, fait expressément pour vous. Et vous voyez une photo, toujours par hélicoptère, de la vallée qui est maintenant mondialement célèbre et connue comme étant la vallée des adénomes. Et chemin faisant, je pense, y a-t-il une pollution? Mais il n'y a pas de pollution non plus. Et puis, je résolus de m'informer du pourquoi et de transformer ma volupté en connaissance, comme l'a fait Charles Baudelaire. Arrivé au CHU, je demande à mes secrétaires d'identifier qui sont les patients avec adénome hypophysaire qui habitent la vallée. Et en même temps, je regarde dans la littérature quelle est la prévalence des adénomes hypophysaires. Alors, ce qu'on sait dans la littérature, c'est que si on fait des séries d'autopsies ou de résonance magnétique dans toute une population, eh bien, il y en a beaucoup. 1 sur 6. Une personne sur 6 présente un adénome hypophysaire, mais qui n'a pas nécessairement des signes cliniques. Ce sont des adénomes hypophysaires silencieux et de très petite taille en général. Mais si on s'interroge sur les adénomes hypophysaires qui produisent des signes cliniques, c'est beaucoup plus rare, c'est 1 sur 4000 ou 1 sur 5000. Et puis, j'interroge les administrations et je comprends assez rapidement que si il y avait 2-3 adénomes hypophysaires, j'en avais une douzaine, mes secrétaires en avaient trouvé 4 autres, ça faisait 16. Eh bien, s'il y en avait encore 4 qu'on ignorait, une vingtaine, sur 20 000 habitants, la prévalence serait de 1 sur 1000 et pas de 1 sur 5000. C'est alors qu'a commencé une grande étude épidémiologique avec une information donnée aux médecins traitants dans 3 régions de la province de Liège en Belgique, la région de Soiron, bien sûr, puis la région de Houpeil et une région proche de la ville de Liège, où on a recherché
par enquête précise qui a duré des années, la présence des adénomes hypophysaires avec des signes cliniques, et on a pu comparer avec la population des 3 régions. Eh bien, à la fin de l'étude, on est arrivé à 68 adénomes hypophysaires sur 71 000 habitants, ce qui fait à peu près une prévalence de 1 sur 1000. Nous avons publié cet article-là dans une revue célèbre en endocrinologie et nous avons donc établi que la prévalence des adénomes hypophysaires était non pas de 1 sur 5000, mais 1 sur 1000. Et l'acromégalie, ce n'est pas 1 sur 20 000, mais 1 sur 5000. Ensuite, nous avons étendu cette étude à d'autres centres, en France, en Italie, en Autriche, en Suisse, même à l'île de la Réunion. Et nous sommes arrivés aux mêmes conclusions de la prévalence de 1 sur 1000, avec, en ce qui concerne l'acromégalie, 12% de ces adénomes hypophysaires. Et puis d'autres auteurs ont reproduit les résultats de notre étude dans d'autres régions du monde et on sait donc maintenant que bien sûr dans notre vallée la prévalence est de 1 sur 1000, mais c'est comme ça dans le monde entier. Ça c'est pour tous les adénomes hypophysaires. Mais ce soir on va s'intéresser plus au gigantisme et aux acromégales, c'est-à-dire aux conséquences de l'hypersécrétion d'hormones de croissance par un adénome hypophysaire. Je vais vous lire les signes cliniques de l'acromégalie parce que c'est toujours utile. Vous allez peut-être les reconnaître chez certaines personnes de votre entourage et pouvoir les aider pour un diagnostic précoce, ce qui est toujours intéressant. Le prognatisme, typiquement. Les douleurs articulaires, les grosses mains, les grands pieds. Si vous avez changé la taille de votre anneau, de votre bague ou la taille de vos souliers, c'est un signe très typique de l'acromégalie. Certaines personnes prennent 2-3 pointures entre l'âge de 20 ans et l'âge de 50 ans, ou entre l'âge de 40 ans et de 55 ans, peu importe, à l'âge adulte. Normalement, le pied ne grandit plus. Macroglossie, des apnées du sommeil, donc une grosse langue, des apnées du sommeil, une peau épaisse, une transpiration excessive, un syndrome du canal carpien, des picotements dans les mains, une organomégalie, un gros foie, un goitre, une constipation, des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète. Ça, ce sont les signes de l'acromégalie. Alors, rien de tel que d'illustrer par quelques photos. Voici un jeune patient acromégale, 27 ans. Vous voyez que les traits du visage sont épaissis. Un autre, vous voyez que le nez est hypertrophié, les lèvres aussi, et que les plis ont diminué, disparition des plis nasogéniens. Voici 2 acromégales jeunes, frères et sœurs. Ceci est suspect d'une acromégalie familiale, on va y revenir. Et voici non pas Galabru, bien que la ressemblance soit assez bonne, surtout quand on voit aussi les yeux. Non, c'est le géant des Ardennes, avec une macroglossie, une grosse langue, comme vous pouvez voir, et des plis très importants. Il y a d'autres signes, des signes compressifs, puisque ces tumeurs de l'hypophyse, elles sont parfois volumineuses, comme ici, 3 cm. Et si elles sont volumineuses, elles peuvent comprimer les structures alentours. Alors, dans les structures alentours, il y a des nerfs oculomoteurs. Si vous avez une paralysie des nerfs oculomoteurs, vous avez une paralysie d'un œil. Vous voyez donc double. Les patients se plaignent de voir double. Et si la lésion monte très haut, vers le haut, elle comprime les nerfs optiques ou le chiasma optique, c'est-à-dire ce qui transmet les signaux visuels. Et vous devenez potentiellement aveugle, vous avez une perte de vision. Et c'est généralement, ça commence par un rétrécissement du champ visuel, vous voyez, de moins en moins large. Et puis, vous pouvez aussi avoir une insuffisance des autres lignées. Je l'ai dit, l'hypophyse, ça ne dirige pas que la croissance, ça dirige aussi la fonction gonadique. Donc, impuissance, perte de libido, absence de règles. Ça dirige la fonction hypophyso-surrénalienne, le cortisol, faiblesse, hypotension. Ça dirige aussi la thyroïde, hypothyroïdie. Et donc, ça peut entraîner un tableau très négatif sur le plan clinique. L'acromégalie, avec trop d'hormones de croissance, abîme le cœur. Vous voyez ici le cœur d'une patiente acromégale, et puis avant et puis après traitement de l'acromégalie. Vous voyez ici une biopsie cardiaque, on ne va pas entrer dans les détails, mais on voit bien que la structure cardiaque est très abîmée, la structure
des fibres cardiaques est très abîmée, alors qu'elle a récupéré ici après traitement de l'acromégalie. L'acromégalie modifie la composition corporelle. Vous avez chez un individu homme normal 30 kg de masse maigre, 12 kg de graisse, 20 kg d'eau, il y a peu d'os. Chez un acromégale, vous voyez, on a plus de masse maigre, moins de masse grasse, plus d'eau et un petit peu plus d'os. Chez un individu adulte sans hormones de croissance, ça ne sert pas qu'à grandir, l'hormone de croissance, vous voyez que les proportions corporelles varient fortement. Et puis chez une femme, les proportions de départ sont différentes comme chacun sait, mais l'évolution vers l'acromégalie, c'est pareil, c'est plus de masse maigre et moins de masse graisseuse. Et si on a une déficience en hormones de croissance, c'est l'image en miroir. La peau des patients acromégales est très épaisse. J'étais étonné quand je voyais la peau des agriculteurs du sud de la Belgique qui venaient à ma consultation. Et malgré qu'ils faisaient un travail très dangereux sur le plan d'acquérir des petites blessures au niveau des mains, notamment la réparation des clôtures au printemps, etc., je leur demandais pourquoi ils n'avaient pas de blessures, parce qu'habituellement, on se blesse, il y a des craies sur les mains, etc. Et ils me répondaient avec leur voix acromégale, moi, docteur, je n'ai jamais de blessure, et quand j'en ai une, ça répare très, très vite. Ça, c'est un petit avantage peut-être que peut conférer l'acromégalie. Voyez une peau normale, vous avez vu une peau acromégale, et on peut comparer les deux. Voilà une peau normale et une peau acromégale avec une hypertrophie de toutes les structures. Quand on veut faire le diagnostic de l'acromégalie, c'est compliqué parce que l'hormone de croissance, vous voyez, à 21 ans ici, vous voyez un profil d'hormone de croissance sur 24 heures. C'est pas tout le temps élevé, l'hormone de croissance. C'est élevé, puis ça descend, puis ça remonte, puis ça descend, et puis ça remonte très fort pendant le sommeil à haute lente, puis ça redescend. Donc, ça, c'est la sécrétion normale d'hormone de croissance, c'est pulsatile. Et ça varie avec l'âge. Vous voyez, à 62 ans, il y en a beaucoup moins qu'à 21 ans. Ça varie avec le sexe. Une femme en a un petit peu plus qu'un homme pour des raisons de résistance induites par les œstrogènes. Et puis ça varie aussi avec la période pubertaire. Vous voyez que pendant la puberté, pendant la croissance excessive de l'adolescence, extrêmement importante de l'adolescence, il y a beaucoup de pics d'hormones de croissance, et des pics très importants. Donc pour faire le diagnostic d'hormones de croissance, ça demande un peu de ruse. Pendant la grossesse aussi, ça varie. Vous voyez ici, au début de la grossesse, beaucoup d'hormones de croissance hypophysaire en rouge, mais à la fin de la grossesse, c'est l'hormone de croissance placentaire en vert qui n'est pas pulsatile et très peu d'hormones de croissance hypophysaire. L'hormone de croissance placentaire ayant des effets un peu similaires à l'hormone de croissance hypophysaire. Et puis, je vous l'ai dit, une tumeur de l'hypophyse qui sécrète l'hormone de croissance. Voilà ce qui est responsable de l'acromégalie et du gigantisme. En voici une autre qui a envahi le sinus caverneux droit. Donc celle-ci pourrait produire une diplopie, c'est-à-dire une vision double. Elle pourrait comprimer les nerfs oculomoteurs, alors que l'autre ne le faisait pas. Celle-ci, elle était bien encadrée dans la selle turcique. Et puis celle-ci, elle est très volumineuse. Elle pourrait comprimer les nerfs oculomoteurs, mais elle peut surtout comprimer les nerfs optiques qui sont ici. Donc, cette personne peut avoir une restriction du champ visuel. Mais vous êtes là ce soir pour écouter le secret des géants. Il y a plusieurs secrets pour les géants. Il y a plusieurs causes génétiques de gigantisme. Mais on va s'attarder ce soir aux principales et aux plus importantes et à celles qui causent les plus grands géants. Voici quelques causes résumées. Il y a le syndrome de McCune-Albright, je vais vous dire un mot parce qu'il représente quand même 5% des géants. Les MEN1, le complexe de Carnet, c'est rarissime, donc on n'en parlera pas. Et puis il y a FIPA avec mutation du gène AIP. Eh bien là, je vais vous montrer comment on peut, en suivant une piste simple, faire des découvertes qui ont une grande importance. McCune-Albright, c'est un cas spécial. C'est connu depuis 1930. Il y a souvent une hypersécrétion d'hormones de croissance. Ils sont souvent géants. Ils représentent au total 5% des géants hypophysaires. Et c'est dû à une mosaïque de mutations d'un gène qui est important et qui arrive à produire une hyperplasie des cellules
qui produisent l'hormone de croissance et donc une hypersécrétion d'hormones de croissance. Mais ça touche aussi d'autres tissus dont les os, et vous voyez ici le crâne d'un syndrome de McDonough-Brett qui ne ressemble pas du tout à un crâne normal et qui est dû à cette même mutation qui produit une hypertrophie osseuse. Et ça touche aussi d'autres tissus. Vous voyez ici la résonance magnétique de ce patient-là avec le cerveau ici, mais ici c'est importante hypertrophie osseuse, avec ce crâne qui protégeait autrefois le cerveau d'un jeune homme beau et intelligent et qui maintenant le prive de ses influences sensorielles, auditives et visuelles. Et vous voyez que ici, sur cette résonance magnétique en coupe horizontale, l'œil gauche est à peu près à sa place, mais l'œil droit est progressivement écrasé, écarté des structures centrales, et cet écartement exerce sur le nerf optique une pression phénoménale. Le nerf optique ne transmet déjà plus les influx nerveux et cet œil ne voit déjà plus. Et sur le plan clinique, voici l'aspect de notre patient avec syndrome de McDonough-Brett. Celui-là mesurait 2,7 m. Mais la grande découverte est venue avec ceci. Voici deux frères et sœurs, acromégales, maladie rare, et tous les deux atteints avant l'âge de 25 ans. Voyez une préfiguration de la maladie dont je vous parle. Voyez les frères Hugo ici, début du XXe siècle, Paris, c'était les géants des Alpes, car ils étaient originaires des Alpes, 2,29 m et 2,30 m. Tous les deux morts avant 30 ans. Donc, ce sont deux géants frères familiaux, comme les cas que je vous ai présentés. Ceci nous a conduit à étudier les adénomes hypophysaires dans les années 90 et particulièrement les cas familiaux. Et nous avions trois familles avec des acromégales que nous avons décrites comme familiales acromégalie, comme acromégalie familiale. Mais le problème, c'est que dans les 15 familles d'adénomes hypophysaires familiaux que nous avions, il y avait d'autres cas, pas seulement des acromégales. Il y avait aussi des prolactinomes, des tumeurs qui sécrètent la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone qui permet la lactation, prolactose pour le lait, qui est la plus fréquente des tumeurs hypophysaires. Et puis d'autres qui ne sécrètent pas d'hormones, par exemple, et qui peuvent donner surtout les signes visuels. Et donc, nous avons choisi d'appeler ce nouveau syndrome FIPA pour Familial Isolated Pituitary Adenoma, c'est-à-dire une nouvelle maladie avec plusieurs adénomes hypophysaires dans la même famille, mais qui n'est pas associée à un syndrome complexe comme ce qui était connu avant, comme le syndrome de McDonough-Brett ou comme les polyendocrinopathies de type 1. Vous rencontrez aussi une pathologie des parathyroïdes, du pancréas, du système nerveux central, de la peau, etc., ou dans le complexe de Carnet, où il y a aussi une pathologie cardiaque surrénalienne, etc., de tout un tas d'autres glandes. Ici, c'est familial, mais il n'y a que des tumeurs de l'hypophyse. C'est pour ça qu'on l'appelle FIPA. Ça, il faut retenir. Même si vous ne faites pas de la médecine, FIPA, on va en avoir besoin pour la suite de l'exposé. Alors, en 2000, on l'a décrit pour la première fois dans une revue française, dans un abstract, et puis on a accumulé les cas, 2001, un peu plus de cas, 54 patients, 25 familles, et puis une belle famille qui vient d'un de mes collègues de Angers, le professeur Romer, qui contenait 4 patients avec 2 acromégales, une maladie de Cushing, un prolactinome, et l'ensemble de nos familles, nous les avons publiées dans un journal d'endocrinologie assez connu, le plus grand journal d'endocrinologie clinique, qui est le JCEM, et on avait 64 familles et 138 patients, dont une famille de 4 membres et 8 familles de 3 membres. Et le même mois, une équipe finlandaise publie, alors c'est un deuxième acronyme qu'il faudra retenir, le fait que le gène AIP, on ne connaissait pas ce gène-là, en tout cas pas dans ses relations avec l'hypophyse jusque-là, que le gène AIP pouvait être associé dans ses mutations à des familles d'adénomes hypophysaires. Ceci nous a lancé dans une grande étude où toutes ces familles de FIPA, on a retenu ce que c'était FIPA, et bien on a cherché s'il y avait des mutations du gène AIP. Donc c'est une étude internationale avec beaucoup de centres et beaucoup d'auteurs, et on a vu quoi? Un an plus tard, on l'a publié, 15% des familles FIPA avaient une mutation de ce gène-là, du gène AIP. Et ce qu'on a remarqué déjà, c'est que les patients qui étaient AIP positifs, c'est-à-dire qui avaient la mutation du gène AIP,
eh bien, ils étaient plus jeunes et ils avaient des plus grosses tumeurs. Ça, c'est la taille des tumeurs, 24 mm versus 14 et 25 ans versus 38. Donc, plus jeunes et des plus grosses tumeurs que les FIPA qui étaient AIP négatifs. Vous me voyez venir, 25 ans au lieu de 38 et grosse tumeur. Voici une illustration, 19 ans, 21 ans, grosse tumeur, vous les voyez ici avec des gros dégâts chez deux cousines. Alors, nous avons lancé une étude pour voir si c'était vrai. Est-ce que vraiment, quand on a une mutation du gène AIP, on a plus de chances d'avoir la tumeur très jeune et d'avoir une grosse tumeur? Et on a comparé 75 AIP mutés et 232 AIP négatifs chez des acromégales, donc des gens qui ont une tumeur qui sécrètent l'hormone de croissance. Et qu'a-t-on observé? Regardez bien, c'est très important. 75 AIP, 232 acromégales, mais AIP négatifs. L'âge au premier symptôme, 17 ans versus 38, des grosses tumeurs, plus grosses que là-bas, plus souvent de la prolactine, et des géants, 32% des cas versus 6% des cas. Qu'est-ce que Brissot et May avaient déjà dit? Le gigantisme, c'est l'acromégalie pendant la croissance. Eh bien voilà, 17 ans en moyenne pour les premiers symptômes. Et donc, vous avez le temps de devenir un géant, surtout si vous commencez à 12-13 ans, vous pouvez devenir un géant relativement conséquent. Quelques années plus tard, on a publié là-dessus beaucoup de travaux que je vous épargne, mais on s'est bien rendu compte que quand on avait une mutation du gène AIP, on avait 90% de chances de sécréter l'hormone de croissance ou la prolactine, ou les deux, mais très souvent l'hormone de croissance. Et on avait 80% de chances d'être diagnostiqué avant 30 ans. Donc tout ceci confirme ce que je viens de dire. La tumeur avec mutation du gène AIP, c'est une tumeur pour le jeune et c'est une tumeur agressive et qui sécrète très souvent l'hormone de croissance et qui produit beaucoup de géants. Il y a l'histoire singulière de O'Brien, c'est un géant du XVIIIe siècle, très grand, 2,45 m environ, qui était allé faire fortune à Londres et qui avait pour malheur de rencontrer à Londres le docteur Hunter, qui est considéré actuellement comme le père de l'anatomie comparée. C'était un chirurgien qui collectionnait les squelettes. Et le docteur Hunter avait une idée très moderne de l'éthique médicale. Et il était allé trouver O'Brien pour lui présenter, de lui payer très cher le droit de posséder son squelette après sa mort. Ce qui était très bien, parce que sinon, à cette époque-là, on piquait les squelettes comme on voulait chez les croque-morts. On ne demandait la permission à personne, on ne donnait pas d'argent, on piquait les squelettes. Et croyez-moi bien, à cette époque-là, ça se faisait partout et dans tous les pays du monde. Eh bien, Hunter, voulant donc être très honnête, s'est malheureusement heurté au refus de O'Brien, mais malgré le refus d'O'Brien, la tentation était trop forte. Il a quand même récupéré son squelette et il l'a exposé dans son musée, qui est devenu le Hunterian Museum, qui est propriété actuellement du Royal College of Surgeons à Londres. Et les malheurs d'O'Brien ne s'arrêtent pas là, parce que le célèbre Harvey Cushing, celui qui a découvert la maladie qui porte son nom, est passé par là en 1911. Il a découpé le crâne de Hunter pour vérifier qu'il y avait bien une hypertrophie de la selle turcique, un agrandissement de la selle turcique, pour bien montrer que le géant était dû à une tumeur de l'hypophyse. Et 100 ans plus tard, une endocrinologue anglaise lui a arraché une dent pour montrer qu'il avait une mutation du gène AIP, et il avait bien une mutation du gène AIP. Il venait donc d'une famille FIPA, vous voyez toute la famille, et il souffrait d'une mutation du gène AIP qui avait provoqué la tumeur hypophysaire à un âge très jeune, ce qui l'a fait grandir beaucoup et ce qui a fait de lui un des plus grands géants que la Terre ait porté. Mais revenons sur ce tableau, 32% de géants versus 6% chez les contrôles. Ceci nous a incité à conduire à Liège une étude sur les géants et à essayer de connaître la cause des plus grands géants du monde. Parce que les géants, ils ont toujours intéressé les artistes. Vous voyez ici des magnifiques géants par White ou par Goya.
Et il y en a beaucoup d'autres. Victor Hugo en parle dans ses poèmes. Et les architectes s'en sont inspirés aussi. Cervantes dans Don Quichotte en parle beaucoup. Mais par contre, les scientifiques s'y intéressaient peu, peut-être pas par manque d'intérêt, mais par manque d'opportunités, par manque d'occasion, parce qu'il y a très peu de géants. Et même les centres experts en voient très très peu. Alors que faut-il pour étudier des géants? Faut-il une très grande échelle? Eh bien non, il faut les étudier à l'échelle du monde. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une étude multicentrique dans 47 centres, 18 pays, et nous avons rapporté les résultats de 208 géants. Nous avons publié en 2015 et qu'avons-nous vu? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup trop que pour vous le dire aujourd'hui. Mais il y a plus d'hommes que de femmes, ça va vous intéresser. Les tumeurs hypophysaires sont souvent, presque toujours très grandes, alors que dans d'autres adénomes, ou même chez l'acromégale adulte, elles peuvent être beaucoup plus petites. Chez les géants, de grosses tumeurs. Le traitement est très difficile et les symptômes à long terme sont très difficiles à contrôler. Donc, c'est une maladie grave, en fait. Ensuite, on a étudié la génétique des géants et on s'est rendu compte que 30% des géants sont dus à une mutation du gène AIP. 5% sont des McCune-Albright. Et les syndromes ici maintenant et complexes de Carnet dont j'ai peu parlé, ce n'est qu'1%. Et dans 10%, on a eu une surprise. Et on a eu la surprise qui nous a permis de découvrir la cause des plus grands géants du monde. 10 géants venaient d'un centre pédiatrique du NIH, c'est pour National Institute of Health, c'est aux États-Unis, à Bethesda, tout près de Washington. Et un de mes amis, le docteur Stratakis, qui était à Liège pour une cérémonie officielle, m'a dit, oui, mais dans les 10 géants que je t'ai envoyés, il y a un qui a une anomalie sur le chromosome 1, détailler l'anomalie, un autre sur le chromosome 3, détailler l'anomalie, et 2 qui ont une anomalie sur le chromosome X. Les 2 premières anomalies, je n'ai pas retenu, mais la dernière, je l'ai retenue. Et nous avons décidé ensemble d'étudier à Liège si cette anomalie sur le chromosome X était une anomalie significative ou pas, ou si ça n'avait rien à voir. Le problème, vous voyez, simplement deux cas d'une famille en isolé, c'est quand même pas beaucoup. Et puis, il y avait 11 gènes dans cette anomalie, une duplication de 11 gènes. Mais le chromosome X n'était pas impliqué dans la tumorigenèse des adénomes hypophysaires. Et puis, il n'y avait pas de gène impliqué dans un excès de croissance. Et puis, si vous discutez avec les généticiens, ils vous diront qu'on peut avoir une duplication qui n'est pas nécessairement pathologique. Et la réponse est venue de ceci. Quand nous avons décrit les FIPA, nous avons été invités dans le monde entier. À l'époque, c'était possible de voyager, comme vous avez pu voir. Et je ne manquais jamais de rappeler à la fin de mes conférences que les patients qui avaient une mutation du gène AIP étaient souvent très jeunes et qu'ils avaient une tumeur agressive. Je suis sûr que vous l'avez tous retenu. Et à la fin de chacune des conférences, il y avait un endocrinologue pédiatre ou un endocrinologue qui s'occupe des patients adultes qui venait me trouver et qui me disait « J'ai un patient de 5 ans ou de 6 ans ou de 10 ans avec une grosse tumeur et qui se traite difficilement. Ne pensez-vous pas, professeur Beckers, qu'on devrait rechercher une mutation du gène AIP ?» Et je disais chaque fois oui, et je leur proposais de chercher la mutation du gène AIP gratuitement en Liège. Et si elle était positive, ce qui arrivait dans 20% des cas environ, on cherchait dans toute la famille, et ceci permettait de faire un diagnostic précoce de la maladie dans le reste de la famille, ce qui est toujours intéressant, parce que c'est beaucoup plus facile de traiter une tumeur d'un demi-centimètre ou d'un centimètre que de traiter une tumeur qui fait 3 centimètres et qui envahit des structures voisines. Et donc, nous avons ainsi, pendant des années, reçu de l'ADN du monde entier, tous les jours à peu près. Et après la discussion avec le docteur Stratakis, eh bien, on est retourné dans les frigos et dans les congélateurs. Et avec le docteur Daly, nous avons pendant 6 semaines travaillé jour et nuit, week-end compris, dans les avions, dans les chambres d'hôtel, dans les congrès, partout. Et après 8 jours, en fait, nous avions déjà la certitude d'avoir découvert une nouvelle maladie, un nouveau syndrome. Et après 6 semaines, nous avons pu réduire les gènes dupliqués de
11 a finalement 4 gènes dupliqués. Et nous avions un locus qui était associé avec une maladie que nous avons publiée en 2014 dans le journal qui s'appelle The New England Journal of Medicine. Et dans Endocrine Related Cancer, un autre journal très important. Et donc, qu'avons-nous publié? Eh bien, nous avons publié que ces patients qui souffraient de ce qu'on a appelé X-LAG, X-linked acrogigantisme, c'est-à-dire de l'acrogigantisme lié au chromosome X. Ces patients qui avaient une microduplication au niveau du chromosome X, 14 patients, comparés à 29 autres géants, pas des acromégales, des géants, tous des géants, 14 X-LAG et 29 non-X-LAG. Eh bien, regardez l'âge d'apparition. Ici, c'est 1 an versus 16 ans. Au diagnostic, 3 ans versus 21, des grosses tumeurs partout. Ici, des adénomes et des hyperplasies. Ici, beaucoup plus de l'hormone qui dépend de l'hormone de croissance, IGF-1, que chez les autres géants. Beaucoup plus souvent, 93% d'hypersécrétion de prolactine, et puis des cas familiaux et des cas sporadiques, des cas isolés. Voici la petite Belge. Voyez comme elle est née petite, et voyez comment en quelques mois, elle s'installe à la pole position pour devenir la plus grande femme du monde si on n'arrête pas. Ces géants deviennent les plus grands géants du monde, pour les raisons que je viens de vous dire. Ils commencent à l'âge d'1 an, et ils grandissent comme un peuplier dans une forêt de chênes. Donc, c'est phénoménal. Ils dépassent tout le monde. Et à l'âge de 6 ans, ils peuvent avoir atteint une taille adulte. Voici une autre petite patiente qui a été diagnostiquée il y a 32 mois, qui a commencé à grandir très vite à 11 mois. Et voici ce qu'on trouve dans l'hypophyse. Vous voyez, ce sont des résonances magnétiques de face ou de profil, 1K, 2K, 3K. Eh bien, normalement, l'hypophyse, c'est ceci. Vous voyez ici, il y a une grosse tumeur qui pousse vers le haut, dans tous les cas, de face comme de profil. Normalement, l'hypophyse, ça s'arrête là-bas. Ce sont des grosses tumeurs dans des petits corps et qui sécrètent des quantités phénoménales d'hormones de croissance, jusqu'à 500 à 1000 fois la normale. Voici un cas qui vient des favelas au Brésil, et le voici à l'âge de 6 ans, à 1,63 m. À l'âge de 10 ans, presque 2 mètres, la tumeur a pris 5 fois son volume, et à l'âge de 11 ans, 2,15 m. C'est un patient qui n'a pas été traité car il a disparu dans les favelas, il a été vu une fois et puis il est revenu seulement quelques années après. Ici, dans les tumeurs, on voit beaucoup d'hormones de croissance et de prolactine, ça vous l'avez déjà retenu. On voit aussi beaucoup d'un récepteur de quelque chose qui vient de l'hypothalamus. La relation hypothalamus-hypophyse est une relation bien connue des endocrinologues. L'hypothalamus, il est situé au-dessus de l'hypophyse, en dessous du cerveau, et puis il est relié à l'hypophyse par ce qu'on appelle une tige pituitaire. Et dans la tige pituitaire, il y a des hormones qui circulent, et bien notamment le GHRH. Alors voici ça, je vous le montre, mais c'est juste pour vous montrer un moyen technique qui est la CGH. Et c'est le moyen technique qu'on utilise en génétique pour voir l'ampleur de la duplication. Voilà, tout ce qui est rouge ici, c'est ce qui est dupliqué. On a d'autres moyens, je vous les montre, parce que même pour celui qui ne connaît pas la génétique, c'est intéressant. Ça, c'est une étude en fluorescence. Ça, c'est le noyau cellulaire d'une petite fille. Et on a mis en évidence 2 gènes qui sont toujours présents dans la duplication. Et vous voyez le chromosome X normal avec une seule copie de chacun des gènes, vert et rouge, et le chromosome avec la duplication avec 2 copies du vert et 2 copies du rouge. Nous avions donc 4 gènes toujours compris dans la duplication et nous ne savions pas quel était le gène responsable. Ça, c'était un petit peu embêtant. Alors, comme ces patients répondent mal au traitement, on est souvent obligé de les opérer, de leur enlever la tumeur. Et on a analysé 2 tumeurs. Et on a vu qu'un des 4 gènes était hyper exprimé dans l'hypophyse, 600 fois ici et 1000 fois de l'autre côté. Et on a décidé que c'était le gène responsable, il s'appelle GPR101. Ça, vous ne devez pas retenir, c'est un gène qui n'était pas connu jusqu'à nos travaux. On sait qu'il
le gène d'un récepteur, mais on ne connaît pas ce qui se lie au récepteur et on ne connaît pas la fonction du récepteur. Et on a eu raison, puisque 2 ans plus tard, une équipe anglaise a publié un cas où il n'y avait de duplication que d'un seul gène et pas les 3 autres. Et donc, c'était le gène GPR101. Donc, on sait que c'est bien le gène qui est responsable de la maladie. Voici, on est parti des FIPA, et c'est grâce aux FIPA et puis aux mutations du gène AIP, ça vous avez retenu, qu'on a exploré les géants. Et c'est grâce à notre exploration sur les géants qu'on a découvert les plus grands géants du monde, X-lag. Et on retourne aux FIPA puisqu'il y a des familles de X-lag. Alors voici une famille d'Indiens. Vous voyez le père qui n'a rien, la maman qui est très grande, hein, qui est giganto-acromégale, elle est malheureusement décédée. Voyez ici un petit voisin qui a 6 ans. Et voyez le grand-fils ici qui a 6 ans aussi et qui est plus grand que le papa. Alors, ces diapositives, je vais les expliquer. C'est un tout petit peu difficile, mais c'est très intéressant. Donc, je vais essayer de me faire comprendre. Depuis 40 ans, on pensait que les adénomes hypophysaires, les tumeurs de l'hypophyse, étaient dues à une mutation dans la tumeur. Et on pensait ça parce qu'on sait que ce sont des tumeurs qui se développent à partir d'un clone, c'est-à-dire des tumeurs monoclonales. Et donc, on a pensé, alors qu'il y a 50 ans, on se demandait si c'était une maladie qui venait du cerveau, de l'hypothalamus, ou bien de l'hypophyse. Eh bien, pendant les 30 dernières années, on a pensé que l'adénome hypophysaire était dû à une mutation dans une cellule. Cette cellule-là, elle prolifère à cause de la mutation, et puis si elle secrète de l'hormone de croissance, ben vous devenez acromégal. Et pour un certain nombre de cas, on sait que c'est juste. Mais ici, dans nos X-lag, on est confronté à quelque chose de nouveau. Vous voyez cette jeune fille de Belgique, cette jeune enfant qui était très, 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 très grande. Eh bien, on n'a pas su la traiter médicalement, on a dû l'opérer. Et avant de l'opérer, on a mesuré les hormones, et elle avait de l'hormone de croissance, on s'en serait douté, et de la prolactine. Mais elle avait cette hormone qui vient de l'hypothalamus et qui va se lier au récepteur dont j'ai parlé dans l'hypophyse, et qui était très élevé aussi. Et ça, on ne voit jamais normalement. Et donc, on a pensé que peut-être il y avait ici une cause hypothalamique. On a mis le tissu quand on l'a obtenu du chirurgien, on l'a mis en culture à Marseille pour étudier la réaction de différentes substances sur ce tissu en culture et on s'est rendu compte que la meilleure réponse, c'était l'antagoniste de cette substance qui vient de l'hypothalamus, du GHRH, qui fonctionne le mieux. On a fait une série d'autres études, et je vais vous les passer parce que c'est vraiment compliqué quand on ne connaît pas la physiologie humaine, mais on a fait une série d'autres études qui nous permettent de soupçonner, mais vraiment très, 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 très fort. On a toute une série de preuves indirectes pour dire que dans ce cas, la maladie comporte aussi une implication hypothalamique et qu'il y a une espèce de turbo au niveau de l'hypothalamus qui fait hypersécréter cette substance, le GHRH, qui va au niveau hypophysaire par la tige pituitaire et qui fait sécréter l'hormone de croissance et qui fait multiplier les cellules à hormone de croissance. Et donc, je pense qu'on avance un petit peu, donc je vais synthétiser un petit peu quelques diapositives ici. On sait maintenant que 10% des géants sont dus à X-lag. Et on a pu comparer les X-lag avec les autres, ceux qui sont AIP ou ceux qui sont génétiquement négatifs. Eh bien, c'est les X-lag les plus grands, c'est avec des déviations standards, c'est eux qui ont le plus de femmes dans leur groupe, parce que c'est lié à l'X. C'est eux qui commencent le plus tôt, ils ont des grosses tumeurs partout, ça, ils ne sont pas gagnants là-dedans, mais par contre, ils ont plus souvent de la prolactine, plus d'hormones de croissance, plus d'IGF-1, qui est un facteur qui est stimulé par l'hormone de croissance. Donc, c'est eux qui sont vraiment destinés à devenir les plus grands géants du monde et qui deviennent les plus grands géants du monde, et je vais vous en apporter la preuve.
Il y a des cas anciens qui avaient été publiés et qui ont pu être republiés récemment suite à nos travaux. Et voyez ici un petit garçon qui a été diagnostiqué in utero parce que sa mère a été diagnostiquée a posteriori XLAG. Et à la naissance, il avait déjà une hyperplasie de l'hypophyse et il avait déjà des taux très élevés d'hormones de croissance et de prolactine. Et c'est la troisième famille FIPA avec duplication du gène GPR101. Donc, il y a 25 cas maintenant dans notre série liégeoise, 25 cas d'ICLAC, mais qui viennent du monde entier, bien sûr. Et au total, il y a un peu plus de 30 cas diagnostiqués dans le monde. Alors, tous ces travaux génétiques ont un peu révolutionné la prise en charge génétique des patients avec adénome hypophysaire. La partie droite du tableau est due à FIPA, XLAG, AIP, GPR101. Et puis, on s'est intéressé aux grands géants historiques. Par exemple, le plus grand qui a jamais existé, Robert Wadlow, 2,72 m, qui est décédé à l'âge de 22 ans. Ou Zheng Jilian, la plus grande femme du monde, 2,48 m, décédée à l'âge de 17 ans. Mais ceux-là, on n'aura jamais leur ADN. Par contre, celui-ci, le géant Constantin, 2,59 m, le quatrième plus grand du monde qui a existé, mort en 1902. Il est passé à Verviers, à 7 km d'ici, à l'endroit, la ville où je suis né. Et il est malheureusement, pour lui, venu décéder jeune dans la ville de Mons. J'ai appris l'existence de son squelette parce que lui ne s'était pas opposé à sa dissection. Il y a ce qu'on garde son squelette et son squelette est exposé au musée d'histoire naturelle de Mons. Julius Koch, dit le géant Constantin. Et je suis allé chercher un os et une dent pour étudier son ADN. Je suis rentré un soir en hiver au CHU de Liège et j'étais assez fier de montrer la dent et le petit os du carpe du plus grand squelette humain du monde à mes assistants et à mes infirmières et à mes secrétaires. Et un étudiant qui était là, un stagiaire, dit, mais professeur Becker, le géant Constantin, on a son squelette ici à Liège. Et il disparaît, il revient, et il me montre le humérus et fémur du géant Constantin. Je suis un peu perturbé parce que vous avez vu, moi je viens de Mons et il y a l'humérus et il y a le fémur, il y en a deux. Et donc je suis perturbé qu'on ait aussi un humérus et un fémur du géant Constantin à l'université de Liège. Et alors je pense à un géant à trois fémurs comme la Trinacria, symbole attribué par Homère à la Sicile. Un peu probable quand même, et donc j'ai dû faire comme les experts en art quand on leur présente un nouveau tableau de Van Gogh. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des radiographies. J'ai fait une radiographie du fémur et de l'humérus du géant Constantin de Liège et je vois que c'est une copie en réalité, mais magnifiquement construite de telle sorte que le professeur d'anatomie pensait que c'était deux originaux. Mais le but était d'étudier l'ADN de notre géant Constantin. Alors, je vous passe les détails, donc je passe un peu vite les diapositives, ça a pris 2 ans, parce qu'on n'avait pas d'ADN, on est retourné à Mons chercher le fémur, on l'a opéré, on a essayé d'avoir de l'ADN dans le fémur, de nouveau pas d'ADN, en Belgique on dit comme Tintin, caramba encore raté. J'ai appelé un paléontologue d'Irlande, le docteur Pinhasi, qui est venu, qui a prélevé à cet endroit-là du crâne, parce que dans les crânes de 10 000 ans, c'est là qu'on en trouve le plus. Et finalement, en utilisant une méthode particulière qui est par un ADN et où on compare juste deux gènes, eh bien, on est parvenu à montrer qu'il y avait une duplication du gène GPR101 chez notre géant. C'est donc le plus grand géant qui a été étudié, 2,59 m, et nous l'avons publié comme étude paléogénétique d'ADN ancien suggestive de XLAG. Donc, c'est le plus grand géant jamais étudié, c'est le plus grand squelette humain que vous pouvez admirer. Et on connaît son origine génétique. Alors, depuis lors, j'ai été appelé auprès de quelques squelettes de géants, notamment Lange Anton, 2,44 m, 500 ans, à Marbourg, un contemporain du grand compositeur Praetorius. Mais je n'ai pas encore la solution parce qu'on est confronté au même problème de difficulté de récolter un ADN de qualité. Et puis, mais là, je vais aller très vite. J'ai demandé à des collaborateurs de regarder ce que faisait ce fameux gène GPR101
eh bien, on l'a hyper exprimé chez des souris. Et je vous passe les détails, mais sachez que quand on l'hyper-exprime dans l'hypophyse des souris, eh bien, on a des souris géantes avec trop d'hormones de croissance, trop de prolactine, trop de réponse à cette hormone qui vient de l'hypothalamus. Vous voyez la souris géante avec des grands fémurs, avec une grande taille, et trop d'IGF-1, trop de l'autre hormone qui est stimulée par l'hormone de croissance. Elles ont des proportions corporelles comme les patients acromégales, mais pensez-vous qu'elles ont une hypertrophie de l'hypophyse? Eh bien non, pas du tout. Elles ont une hypophyse normale. Donc, si vous avez en fait GPR101 chez la souris que dans l'hypophyse, eh bien c'est comme si vous aviez un petit turbo sur chaque cellule à hormone de croissance de l'hypophyse de souris. Elles ont trop d'hormones de croissance, elles deviennent géantes. Mais chez l'humain, on a une hyperexpression de GPR101, une duplication de GPR101 dans l'hypothalamus aussi, dans la partie du cerveau qui dirige l'hypophyse et qui sécrète le GHRH dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, on sait qu'il y a trop de GHRH et donc on suppose que c'est un système à double turbo. Vous avez le turbo sur chaque cellule somatotrope de l'hypophyse qui se fait sécréter trop d'hormones de croissance, et vous avez un turbo sur chaque cellule de l'hypothalamus qui sécrète le GHRH, qui vient en excès stimuler l'hypophyse et faire se multiplier les cellules à hormones de croissance. Et c'est ce double turbo qui permet d'avoir les plus grands géants du monde. Alors voici une figure reconstituée avec tous les candidats au syndrome X-linked, dont celui-là, c'est absolument certain, même si on n'a pas pu l'étudier. Celui-là, c'est le Julius Koch qu'on a étudié. Voici quelques géants. Mon collaborateur, le docteur Daly, qui mesure 1,90 m, vous voyez, tout est relatif, hein, avec deux grands géants beaucoup plus grands que lui. L'orateur aussi ne peut pas se vanter. Voici un géant arménien de 2,30 m. Le docteur Rostomian, qui a conduit une des études sur les 200 géants avec le plus grand géant du monde, de 2,51 m, de Soltan Kozin, le plus grand géant vivant actuellement. Un rassemblement de géants, Soltan Kozin est ici. Vous voyez, ce petit monsieur-là, il mesure quand même 1,75 m. Et puis, on aime tellement les géants à Liège que j'ai reconstitué dans mon bureau le plus grand géant qui a jamais existé, Robert Pershing Wanlow. Et comme ça, quand M. Daly vient, je peux lui dire sois modeste. Et puis, vous voyez que l'orateur, de temps en temps, se soumet au même exercice de modestie. Ici, c'est un géant, un des premiers géants que j'ai étudié, c'est dans les années 90, un géant espagnol, Don Fermín Urrieta, qu'on voit ici parce qu'il s'est marié à Paris avec Louise Carla Dupuis. Et on a dans le petit journal de 4 juillet 1897 une caricature du géant, un des plus grands géants de l'époque. Et puis, vous connaissez tous celui-là. Et en fait, son modèle, c'est un acromégale. Un acromégale, voilà, vous voyez le parallèle entre les deux. Un acromégale qui s'appelait Maurice Tillet. Et Maurice Tillet est mort en 1954. Et j'ai un de mes collaborateurs chirurgiens qui l'a sculpté, qui m'a sculpté la tête de Maurice Tillet. Et puis, j'ai un patient acromégale à qui j'ai montré la tête de Maurice Tillet, qui m'a dit « Oui, mais je connais bien, c'est Shrek. Mais professeur, moi, on m'appelle Shrek depuis 20 ans. » Et donc, c'est grâce à ça, grâce à Shrek, que j'ai pu dater le début de l'acromégalie de mon patient, qui effectivement ressemble assez bien à Shrek. Et j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Et voici l'équipe qui m'entoure au CHU de Liège avec plusieurs personnes qui ont abondamment contribué à ces études sur le géant. Le docteur Daly, le docteur Rostomian et d'autres personnes. Enfin, toutes ont participé plus ou moins à ces études. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, professeur Becker, pour cet exposé. Alors, nous avons quelques questions, effectivement, sur
de nos auditeurs. Alors déjà un étonnement de certains en fait qui se disent ah mais donc vraiment les géants ce n'est pas que dans la légende, dans les légendes ça existe bien et ça existe encore. Voilà, donc ça c'était des impressions. Après alors une question du coup pour le coup d'une auditrice en fait qui relève effectivement que vous avez parlé donc du chromosome X pour les X-lag et que pourtant on a l'impression qu'on parle plus souvent de cas de gigantisme chez les hommes plutôt que chez les femmes. Alors est-ce que c'est encore notre société qui parle que des hommes ou qu'en est-il? Non, je n'ai pas eu le temps de m'attarder, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de géants hommes que de géants femmes. Mais parmi les plus grands géants du monde, les plus grands parmi les plus grands, qui sont X-Lag, et vous avez vu pourquoi, c'est parce qu'ils commencent à grandir à l'âge de 1 an et qu'ils sécrètent des quantités phénoménales d'hormones de croissance dues à ce système que, pour simplifier, j'ai appelé à double turbo, mais qui vient de l'hypothalamus et de l'hypophyse, alors que les autres n'ont qu'un système hypophysaire. Donc, ils deviennent les plus grands géants du monde. Et parmi les plus grands géants du monde, eh bien, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais par contre, si vous prenez la totalité des géants hypophysaires, les géants hypophysaires, les géants avec des tumeurs qui sécrètent l'hormone de croissance, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. D'accord. Ça n'est pas du... Non, vous voyez, les plus grands, c'est les femmes. Très bien, très bien. Alors, une autre question, vous avez abordé les traitements qui semblent efficaces pour la réduction, en tout cas, de certains symptômes et des tumeurs sur l'acromégalie. Est-ce que ce sont des traitements, enfin, en quoi consiste-t-il? Est-ce que ce sont des traitements lourds et est-ce qu'ils améliorent la qualité de vie des patients? Et est-ce que, voilà, enfin voilà, toutes ces questions autour des traitements et Oui, donc parmi les traitements, on va prendre de l'acromégalie, parce que les géants, c'est plus compliqué, comme je l'ai mentionné, mais c'est plus rare. Par contre, les acromégales, c'est beaucoup moins rare, et donc on traite beaucoup plus souvent des acromégales que des géants. Oui, le traitement de l'acromégalie, maintenant, a évolué beaucoup. Et on peut maîtriser une très grande proportion de patients acromégales. On peut maîtriser l'hypersécrétion d'hormones de croissance dans une très grande proportion. Et on peut faire régresser, d'une part, le volume de la tumeur, très bien. Et on peut faire régresser beaucoup de symptômes, pas forcément la totalité, parce que si vous avez des grosses déformations osseuses, elles ne vont pas forcément régresser énormément. C'est plutôt les tissus mous qui régressent. Hein. Mais on peut faire donc régresser fortement la symptomatologie des patients acromégales, mais pas toujours totalement, et ça dépend un petit peu de la durée d'évolution. C'est pour ça qu'on a intérêt à faire un diagnostic précoce. Si vous avez une acromégalie diagnostiquée précocement, on peut, dans un nombre très significatif de cas, faire régresser totalement la symptomatologie. d'accord. Non, si vous avez une acromégalie qui a évolué pendant 20 ans, là, vous allez peut-être normaliser la sécrétion d'hormones de croissance, mais il y a une série de handicaps qui vont persister. D'accord. Et du coup, quelle est la proportion, enfin justement par rapport au diagnostic ou la moyenne, enfin, est-ce qu'il y a tous les cas ou est-ce que c'est pris assez tôt ou il y a tous les cas? Je n'ai pas bien compris le sens de la question. Votre question, c'est est-ce que... Peut-être par rapport justement au diagnostic, quelle est la proportion de diagnostics qui sont faits précocement et ceux qui sont faits Ah, plutôt oui, tardivement? ce qu'on sait, on a fait beaucoup d'études, mais je n'ai pas eu le temps de vous mentionner toutes ces études-là. On a fait beaucoup d'études à Liège et ailleurs, d'ailleurs. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le délai de diagnostic est nettement raccourci par rapport au moment où j'ai commencé mes études de médecine, par exemple. À cette époque-là, l'acromégalie, c'était très rare, on la diagnostiquait peu, il est dans un état avancé. Alors que maintenant, on la diagnostique beaucoup plus précocement, après un délai de 4-5 ans, par exemple, c'est assez fréquent. Ben, il reste des cas qui sont diagnostiqués plus tardivement, mais le délai a nettement diminué par rapport même par rapport à il y a 20 ou 30 ans. D'accord, très bien. Du coup, oui, vous avez évoqué donc les opérations. Donc, en fait, la question, c'est il s'agit de réduire la tumeur ou est-ce que ça permet en fait d'enrayer la maladie? Alors, si la maladie est prise précocement, avec une tumeur petite et pas envahissante, on peut l'enlever totalement.
ça enraye la maladie, ça la guérit. On a un certain nombre de patients acromégales guéris. On continue à les voir une fois de temps en temps pour être certain qu'ils ne récidivent pas, mais beaucoup ne récidivent jamais. Ils sont guéris, c'est juste un mauvais souvenir à un moment donné dans leur vie. Maintenant, si vous avez une tumeur comme la troisième tumeur que j'ai montrée tout à l'heure qui envahit toutes les structures avoisinantes, vous ne savez pas l'enlever totalement. Mais on peut pratiquer ce qu'on appelle le debulking, on peut l'enlever partiellement, en grosse partie, pas totalement. Et après, le traitement médicamenteux normalise plus souvent les paramètres que si on l'utilise avant traitement chirurgical. Donc ça, c'est une technique où voilà, on utilise cette méthode qui permet de normaliser un plus grand nombre de cas. Alors, il y a différents types de traitements médicamenteux. Il y a plusieurs molécules, dont des molécules récentes, et il y a plusieurs moyens d'agir. Soit on agit sur la tumeur avec les médicaments, soit on agit sur l'action de l'hormone de croissance aussi. Donc, si on utilise l'ensemble des combinaisons médicamenteuses de la chirurgie et quelquefois, dans des cas plus rares, de la radiothérapie, on parvient à maîtriser une proportion vraiment très, 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 très importante de cas. D'accord. Alors, une question sur, voilà, est-ce que tout est découvert ou bien y a-t-il encore d'autres choses sur le gigantisme à découvrir? Ce serait vraiment très prétentieux de dire que tout est découvert. Alors, une question sur… Il y a énormément de choses à découvrir. Donc, si les jeunes veulent se mettre à travailler beaucoup sur le gigantisme, ils peuvent. Allez-y, d'accord. Donc, vous avez parlé de ce gène AIP qui mute. Est-ce que, en fait, il n'y a pas du tout de cas de gigantisme lié à des causes environnementales? C'est une affirmation que je ne pourrais en aucun cas faire, puisque on ne connaît pas la cause des géants dans 55% des cas environ. Donc, alors, je ne sais pas ce qu'on va découvrir dans les 55 autres pourcents, mais ça peut être de la génétique ou de l'épigénétique et de l'environnement. Donc, la réponse est tout est possible. Je ne sais, les prochaines années nous le diront peut-être, mais surtout pas l'exclure. Il n'est surtout pas possible d'exclure les causes environnementales ou épigénétiques, ou les deux. Alors, on a des questions sur les squelettes anciens de géants retrouvés lors de fouilles et qui ont vraiment des tailles impressionnantes. Est-ce qu'il s'agit de faux? Oui, mais alors là, je ne suis pas spécialiste dans ces questions-là parce que je ne suis pas paléontologue, mais de ce que j'en ai lu, j'ai un petit peu lu sur le sujet quand même parce que ça m'aurait intéressé d'étudier d'autres squelettes. Ce sont des squelettes d'animaux en général. Donc, voilà, on a prétendu à un moment donné avoir découvert des squelettes de géants, mais c'était des squelettes d'animaux. Le plus grand géant que l'on connaisse, que je connaisse en tout cas, c'est Robert Wadlow, 2,72 m. D'accord. Et je Et n'ai du pas coup, connaissance, je n'ai pas connaissance de squelettes anciens qui mesuraient plus que 2,72 m et dont on souhaite, de squelettes humains, forcément, anciens, de plus de 2,72 m. Je ne vous prétends pas qu'il n'y en a pas. Je n'en ai pas connaissance. d'accord, très bien. Alors, une autre question, je les découvre en même temps que vous parce qu'elles arrivent au fur et à mesure. Ah, alors, c'est une question sur, du coup, sur l'acceptation sociale, en fait. Est-ce que vous savez si être géant était plus ou moins accepté selon les époques? Est-ce que vous avez des informations, par exemple, sur des géants qui vivaient au Moyen Âge? Est-ce que c'était plus difficile d'être géant que nain? Voilà. Alors, je pense que ce sont de très bonnes questions, mais on n'a pas forcément la réponse à ces questions-là parce qu'on n'a pas interviewé les personnes du Moyen Âge ou d'un peu après, ou même du 17e, 18e, 19e siècle. Ce qu'on sait, c'est que les nains et les géants étaient fréquemment employés pour se montrer publiquement. Hein? Donc, ils allaient dans les cirques, dans les foires, etc.
je pense que leur vie, les nains vivaient en général, ça dépend des causes de nanisme, assez longtemps. Par contre, les géants mouraient jeunes, donc je ne pense pas que c'était une condition enviable. Ça c'est un point certain. Je pense qu'ils souffraient beaucoup physiquement, dans beaucoup de cas, et toujours maintenant d'ailleurs. Maintenant, peut-être que socialement, le géant Brian à Londres, il a vécu pas très longtemps, il est mort assez rapidement. Il était très bien vu, il était invité dans la haute société, il vivait de son gigantisme, mais je ne pense pas néanmoins que ce soit une condition enviable, donc, parce qu'il est mort largement avant l'âge de 30 ans, et, euh, et on ne rapporte pas les détails sur ses souffrances non plus, donc je ne peux pas répondre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les géants que je connais actuellement, en général, ont beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Si vous devez prendre l'avion en mesurant 2,50 m, c'est compliqué, par exemple. Et puis même vivre dans une maison normale, c'est compliqué. Et puis ça donne pas mal de complications d'arthrose, etc., etc. Donc c'est quelque chose, ce n'est pas une condition nécessairement agréable. Oui, on a bien compris qu'être hors norme, c'est très compliqué, C'est bien toujours sûr. être hors norme, et puis ils sont toujours vus partout. Alors voilà, ils sont vus, peut-être que les petits garçons rêvent d'être géants, mais peut-être que le géant n'a pas envie d'être regardé par toute la foule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, il Si on faudrait est leur tous géants demander. dans un monde de géants, c'est plus facile, quoi, en fait. Probablement, oui. Tout est adapté. Oui. Voilà. Alors, on a une question sur En tout cas, la. médicalement, c'est certainement pas une condition enviable. Médicalement, il ne faut surtout pas souhaiter être géant. Les os du XVIIe siècle, qui mesuraient parfois 1,50 m ou 1,60 m. Hein. Donc, oui, il y a une augmentation de taille de génération en génération, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel génétique qu'on a et qu'on remplit ou qu'on ne remplit pas. Vous imaginez bien qu'au XIXe siècle, les pauvres petits garçons qui descendent dans les mines, qui étaient sous-nourris, qui respiraient mal et qui vivaient mal, même si ils avaient eu le potentiel de devenir grands comme maintenant, ils ne le devenaient pas, ils étaient mal nourris, etc. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que la taille suit le développement du pays, en fait. Donc, c'est socio-économique. Donc, on sait que dans un pays où on vit bien, les enfants sont bien soignés, bien nourris, eh bien, ils grandissent, ils deviennent plus grands. Les Hollandais sont actuellement les plus grands du monde, mais ils ne grandissent plus. Ils ont arrêté de grandir. Donc, les Hollandais de 2021 ne sont pas plus grands que ceux de 2016-17. Et par contre, on voit que dans tous les autres pays où les gens étaient petits, si le niveau socio-économique augmente, eh bien, la taille augmente fortement. Alors, il y a aussi des facteurs génétiques et environnementaux, mais l'environnement, c'est fortement socio-économique. Et puis, il y a des facteurs génétiques qui feront qu'il y aura toujours une différence entre certaines populations. Mais donc, il y a une augmentation de taille dans nos pays, en Belgique typiquement, en France, eh bien, on est plus grand maintenant qu'il y a 100 ans. Une dizaine de centimètres plus grand, à peu près. Enfin, ce n'est pas la même chose chez l'homme et chez la femme, mais c'est une dizaine. Retenez une dizaine de centimètres, c'est bon. D'accord, merci. Alors, du coup, justement, vous avez évoqué les Hollandais et on a une question sur les Vikings. Est-ce qu'il y avait plus de géants chez les Vikings ou pas? Pas que je sache. Bon, enfin, une question Donc, j'ai répondu non. Voilà. Chez les Vikings, pas que je sache. Oui, Je n'ai pas d'informations là-dessus. d'accord. Donc, une question complémentaire à celle sur la taille des hommes. Est-ce que, donc, vous avez évoqué donc le fait que les Hollandais, qui étaient les plus grands, commençaient, donc effectivement, avaient atteint une limite. Donc, est-ce que vous pensez que du coup, ça va s'arrêter, en fait, Oui, je ne pense pas que dans 150 ans, on mesurera 3,50 m ou 4 mètres. Oui, Je ne pense pas. c'est les Donc, je limites, pense effectivement, de l'homme. qu'il y a une limite, que c'est peut-être mieux comme ça parce que ce n'est pas forcément un avantage d'aller beaucoup plus loin. Très bien. Ben, en fait, pour l'instant, nous n'avons plus de questions. Voilà, on est arrivé. Je crois que j'ai tout. Je vous ai tout.
je vous ai tout présenté. Voilà, ben, on va vous remercier vraiment énormément pour cet exposé vraiment passionnant et ces recherches incroyables et surtout voilà, vos travaux ouais, assez impressionnants. Et puis aussi sur, enfin moi je retiens vraiment l'occurrence finalement de ces pathologies qui sont plutôt fréquentes que rares au sein des populations. Et ça voilà, je trouve ça assez impressionnant. Donc merci infiniment, professeur. Nous remercions donc nos auditeurs pour leur participation active et leurs questions. Donc, on vous donne rendez-vous mardi 4 mai, donc à 19 h pour la prochaine conférence. Nous nous intéresserons aux champions de la survie en milieu extrême avec la microbiologiste Adrienne Kisch. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée.